Yo les amis, après la magnifique victoire en 16e de finale face à la Suède, les Bleus semblent plus que jamais les favoris de cette Coupe du Monde. Et oui, avec cette attaque en feu, ces individualités au sommet, la question qui brûle toutes les lèvres, c'est qui pourrait arrêter ces Bleus? Et alors qu'en France, un petit peu par humilité, par superstition, on essaye de pas trop s'enflammer, et bien que ce soit les analystes internationaux ou même les modèles de statistiques, tout le monde est unanime pour dire que les Français sont les grands favoris. D'après d'ailleurs l'algorithme de Opta, la France aurait plus de 30% de chances, un tiers de chances que de remporter la Coupe du Monde. On a même sur les divers plateaux télé du monde entier, tout le monde qui s'enflamme tout simplement. Zlatan qui a dit « Je n'ai pas encore vu la moindre faiblesse dans cette équipe de France. Chacun de leurs attaquants peut faire gagner le match, etc. etc. » On a même l'entraîneur, le sélectionneur de la Suède, Graham Potter, qui a dit « Il n'y a pas de honte à perdre contre la France, ils sont forts, tellement forts, et nous ne sommes pas à leur niveau actuellement, c'est la réalité. » Et même quand tu prends l'attitude des joueurs suédois, très rapidement ils ont semblé résignés, presque dégoûtés, pas de sentiment de révolte de leur part. Ça montre à quel point ils ont ressenti l'écart de niveau face à leur adversaire. Et du coup dans cette vidéo on va se poser et se demander si oui effectivement, est-ce que les Bleus seraient comme tout le monde le dit, inarrêtables, imbattables, et est-ce qu'il faudrait directement nous donner la Coupe du Monde? Évidemment j'exagère le trait volontairement, mais voilà, on va discuter de est-ce que la France est vraiment si forte que ça et quelles sont les zones de faiblesse qui pourraient être peut-être exploitées contre nos Bleus, et évoquer toutes les raisons qui feraient qu'on ne serait pas champion du monde dans quelques semaines. Voilà, avant de se lancer, n'oublie pas de liker et de t'abonner à ma chaîne si tu kiffes mes vidéos. Mais déjà pour commencer sur cette petite analyse, on va tous être d'accord sur le fait que le secteur offensif français est totalement indestructible. On pourrait même parler d'un des meilleurs quatuors offensifs de l'histoire des sélections nationales. Là t'as du Mbappé, Olise, Dembélé, Barcola, des joueurs qui individuellement font partie des meilleurs à leur poste, mais en plus dans les profils et dans les combinaisons de jeu, tu sens qu'il y a une entente et une alchimie qui fait que ça fonctionne très bien ensemble. Sur le plan statistique, c'est la même chose. En seulement 4 petits matchs disputés, voici les statistiques des joueurs et c'est absolument monstrueux. Mbappé est là avec 6 buts, 2 passes D. Olise, bon, c'est 0 but, il a pas encore ouvert son compteur en Coupe du Monde, mais c'est quand même 5 passes décisives, le meilleur bilan de ce tournoi. Pour Dembélé qui semble un petit peu plus discret que les deux autres, finalement c'est quand même 4 buts et 2 passes D. Et Barcola aussi, il est à 2 buts et 1 passe décisive. Et j'ai des stats encore plus effrayante sur ce secteur offensif français. Déjà les Bleus ont marqué au moins 3 buts sur leurs 5 derniers matchs de Coupe du Monde. Je crois que c'est un record, et aussi depuis que Dédé a instauré ce 4-2-3-1, en tout cas cette attaque à 4, c'était en mars 2025 face à la Croatie. Et bien depuis ce moment-là, la France a toujours marqué au moins 2 buts dans chacune des rencontres qu'elle a jouées en 4-2-3-1, hormis ce match de préparation face à la Côte d'Ivoire. Mais tu pourrais aussi argumenter qu'en deuxième mi-temps, il a fait sortir quasiment tous les titulaires pour faire jouer les remplaçants. Mais en gros voilà, depuis que la France joue dans ce système avec Mbappé en 9 et Olise en 10, la France c'est au moins 2 buts marqués par match et au moins 3 buts en Coupe du Monde. Bon voilà, la conclusion qu'on peut tirer de tout ça, et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est que le secteur offensif français est très prolifique et très fort, etc. Mais est-ce que ça suffit pour être champion du monde? Évidemment que non, il y a d'autres éléments qui vont rentrer en compte, et justement on va commencer à évoquer les raisons qui feraient que la France pourrait échouer dans ce tournoi. Et le premier, on va le voir en parlant justement du parcours de nos Français. Alors en 8e de finale, ce samedi 23h, ce sera un match très abordable face au Paraguay. Mais ensuite, pour le reste des affrontements, ça va vraiment monter d'un cran, ça va se corser, avec peut-être une rencontre face au Maroc, qui est une équipe qu'il ne faudra pas sous-estimer, qui est peut-être à l'heure actuelle l'une des toutes meilleures équipes du tournoi en termes de production collective. Ensuite, en demi-finale, t'affronteras à mon avis soit l'Espagne, le Portugal, les États-Unis ou la Belgique. Donc encore une fois un gros morceau. Et puis en cas de finale, tu tomberas soit contre les Anglais ou les Argentins à mon avis. Et du coup avec cette perspective, moi je trouve que la France pour le moment a pas joué des adversaires d'un énorme calibre. En tout cas la seule certitude qu'on nous a donnée, c'est que quand la France est favorite, quand la France a le contrôle du ballon et joue contre un bloc bas, bien les Bleus arrivent à s'en dépatouiller et faire sauter le verrou des défenses adverses. Ça y a pas de souci. En revanche, si on se penche sur des affrontements possibles contre le Maroc ou contre l'Espagne, peut-être les deux équipes qui arrivent le plus à contrôler le jeu, à tenir le ballon et sont dans leur profil collectif et technique vraiment capables de te priver de ballon, d'avoir 70% de possession sur le match et de coupler ce contrôle à en plus un pressing très haut qui t'empêcherait potentiellement de ressortir les ballons, en plus avec un milieu de Tchouaméni, Rabiot qui est pas le plus technique de ce tournoi. Est-ce que t'aurais la possibilité d'être totalement étouffé, bloqué dans ta moitié de terrain et de finalement avoir aucune cartouche offensive dans les rencontres? C'est un petit peu ce qu'on avait vécu lors de ce match il y a un an et demi de ça. Je crois que c'était en Ligue des Nations face à l'Espagne, le match qui se termine à 5-4
2004, mais dans lequel la France a été menée 5-1. Et même si le 11 qu'on avait à cette époque-là est pas exactement le même qu'aujourd'hui, bon bah c'est vrai qu'on avait senti quand même l'écart de niveau de jeu entre une équipe qui se connaît sur le bout des doigts et a développé des systèmes de jeu qui ont permis de tout simplement priver la France de toute cartouche offensive, de tout ballon. Et donc je n'exclus pas qu'en demi-finale, en quart de finale contre le Maroc ou encore une fois contre l'Espagne, on retombe dans ce style de match et la France déjoue complètement. Bon, ensuite, prochain élément qui pourrait m'inquiéter et me faire douter quant à la possibilité des Bleus d'aller au bout, c'est la faiblesse à ce rôle de latéral gauche. Déjà, Théo Hernandez a l'air d'avoir perdu sa place et c'est vrai que son entrée dans le tournoi est assez compliquée. On sent que physiquement le mec est à bout, que dans les rencontres au bout de 50-60 minutes, le mec disparaît complètement, fait beaucoup d'erreurs individuelles et semble tout simplement à court de forme. Digne lui a chippé la place, mais est-ce que c'est beaucoup mieux défensivement? Alors c'est vrai que sur le profil technique, sur la capacité aussi à apporter offensivement, à avoir ce bon pied gauche qui peut délivrer des centres, tirer les coups de pied arrêtés, etc. c'est intéressant, mais dans son profil défensif, c'est pas beaucoup mieux que Théo. Perso, contre la Suède, j'ai pas été rassuré de certaines interventions défensives. Il s'est fait plutôt manger par Elanga sur certains dribbles, certains 1 contre 1. On a déjà cette situation juste avant la mi-temps où Elanga vient trouver un très bon centre et il faut une intervention décisive de Koundé pour empêcher l'égalisation des Suédois. Également, il provoque un penalty qui est finalement annulé suite à un hors-jeu, mais dans une configuration, une rencontre où tu pourras avoir Lucas Digne dans un duel direct face à Yamal ou face au côté droit marocain avec Hakimi et Brahim Diaz, et bien moi ça pourrait m'inquiéter. En tout cas ça pourrait être une zone de faiblesse largement exploitée par un adversaire. Ok, autre élément dont j'ai envie de discuter, c'est effectivement l'impact d'Olysée, l'influence d'Olysée dans cette équipe. C'est vraiment le meneur de jeu, le dépositaire complet du jeu de l'équipe de France. C'est lui qui oriente, c'est lui qui décroche, c'est lui qui délivre la majorité des passes décisives, ça d'accord, mais on n'a pas encore vu une équipe s'adapter justement afin de limiter l'influence du meneur de jeu français. On n'a pas vu un plan de jeu où on aurait par exemple un milieu terrain qui serait au marquage individuel sur Olysée et donc un plan, une organisation pour l'empêcher de toucher des ballons. C'est quelque chose qu'on avait un petit peu vu de la part de Luis Enrique dans le match retour entre le PSG ou le Bayern, cette fameuse stratégie où il y avait les dégagements de Safonov directement en touche afin de surcharger le côté droit bavarois et empêcher justement Olysée d'avoir des espaces et des possibilités de s'exprimer. Donc voilà, est-ce que si Olysée est privé d'influence, d'autres joueurs français pourraient prendre le relais et dicter le jeu de nos bleus? Est-ce que Dembélé, Barcola ont le profil technique de le faire? Est-ce que si Mbappé décroche énormément pour organiser, ça laisserait pas justement un trou à ce rôle de numéro 9? Donc voilà, à voir si dans le cas où Olysée est invisible, la France est toujours aussi forte. Et un petit peu dans la même veine, on va parler d'Mbappé qui est la star, le capitaine, le facteur X de cette équipe. En tout cas, ça en est le meilleur buteur. Pour le moment, dans toutes les rencontres qu'il a disputées dans ce mondial, il a à chaque fois été exceptionnel. Face au Sénégal, à l'Irak et la Suède, il a marqué des doublés dans chaque rencontre. En plus, à chaque fois, c'est lui qui ouvre le score, donc te met dans de bonnes dispositions. Et même face à la Norvège, c'est lui qui donne les 2 premières passes décisives sur les 2 premiers buts de Dembélé. Donc voilà, à chaque fois c'est lui qui débloque un petit peu les matchs, qui te permet d'ouvrir le score, en tout cas de prendre l'avantage. Et pour le moment on n'a pas eu de configuration où Mbappé serait bien pris, ou en tout cas il passerait à côté de son match. Et donc dans l'optique où Mbappé serait en méforme, la question c'est est-ce que les autres profils que sont Barcola, Olysée ou même Dembélé pourraient prendre le relais dans ce leadership offensif et être vraiment ces joueurs cliniques qui dès leurs premières occasions, qui à la moindre miette ouvriraient le score et mettraient l'équipe avec un avantage, et en tout cas prendrait ce rôle, endosserait ce rôle de leader offensif en cas de méforme du Kicks. Personnellement j'en suis pas convaincu, mais on n'a pas encore eu cette situation à gérer avec un Mbappé qui passerait à côté de son match. Autre élément maintenant que j'ai envie d'évoquer qui concerne encore une fois le secteur offensif, c'est que les cartouches que tu as sur le banc sont sur le papier exceptionnelles, mais pour le moment j'ai pas été convaincu, loin de là, de leurs entrées, que ce soit Cherki, Doué, Mateta ou même Thuram qu'on n'a pas encore vu en action mais qui me convainc pas dans son profil. Je suis pas certain que t'aies vraiment des joueurs qui en sortie de banc pourraient t'apporter ce pep supplémentaire, en tout cas faire la différence à eux tout seuls. Alors oui, sur le papier, Cherki, Doué c'est des talents exceptionnels, mais pour le moment déjà leurs entrées contre la Suède ont été très compliquées. Même Cherki, depuis le début de la compétition, à chaque fois qu'il a disputé des petites minutes, ça a été assez catastrophique. Et pour moi il manque vraiment ce profil d'ailier un petit peu virevoltant comme on avait Coman à l'époque en Impact Player. Lui c'était vraiment une pile électrique et quand il rentrait dans les matchs
tu sentais son influence tout de suite. Est-ce que Akliouche serait ce profil? Je suis pas sûr. Et donc ma question c'est, est-ce que si tu te retrouves dans un match où t'es mené au score, où t'es vraiment face à un bloc très bas, est-ce que t'as sur le banc des joueurs qui à coup sûr pourraient te changer la dynamique et venir te dynamiter une rencontre et faire sauter le verrou d'une défense bien en place? Sur le papier, Cherki est doué, c'est censé être le cas, mais pour l'instant je suis pas certain que ça pourrait faire la différence. Autre chose aussi qui pourrait m'inquiéter dans le succès des Français, c'est le rôle, l'importance de Tchouaméni dans l'équilibre de ce 4-2-3-1. En fait, plus je regarde les matchs des Bleus, plus je comprends et je me dis que Tchouaméni est vraiment le garant de ce système à 4 attaquants. Son rôle dans le double pivot est super important et quand tu vois son activité, c'est une espèce de pieuvre au milieu de terrain qui récupère des ballons, qui gagne des duels, qui agresse le porteur de balle et initie le pressing. Vous avez ici quelques stats en termes de duels remportés, en termes aussi d'actions défensives, de tacles, d'interceptions. Il est parmi les tout meilleurs milieux de terrain de cette Coupe du Monde. Et le truc c'est que en cas de blessure, en cas de suspension et s'il doit être remplacé par exemple par Manu Koné, moi je suis pas convaincu qu'un double pivot Rabiot-Koné soit assez solide, soit assez costaud défensivement pour assurer justement l'équilibre de l'équipe. Donc voilà, moi j'ai un petit peu peur qu'en cas d'absence de Tchouaméni, on voit tout l'équilibre de l'équipe de France qui éclaterait en morceaux. Donc je pense que son rôle aussi important, aussi primordial, fait que la moindre blessure ou carton rouge pourrait changer totalement la trajectoire de ta Coupe du Monde. Et pour terminer maintenant avec le dernier petit point d'inquiétude, ça concerne un petit peu l'état d'esprit. Déjà, est-ce que cette équipe est pas en excès de confiance? On sait que dans l'histoire des Coupes du Monde, dès qu'une équipe a été placée tout en haut, dès qu'une équipe avait ce sentiment de supériorité sur les autres, généralement ça se passait pas très bien pour eux. Moi le dernier souvenir que j'ai en tête c'était le Brésil en 2006, tout le monde les annonçait injouables, tout le monde pensait que cette équipe avait trop d'individualité pour ne pas aller au bout et finalement Zidane leur a donné la leçon dans ce quart de finale. Et donc je me pose la question de est-ce que cette équipe a les ressources mentales, est-ce que cette équipe dès qu'elle connaîtra ses premiers moments de doute, d'adversité, aura le mental pour retourner les situations. Pour le moment il y a eu que des rencontres dans lesquelles tu as ouvert le score, que des rencontres aussi où globalement tu étais techniquement au-dessus de tes adversaires. Maintenant imagine une configuration où par exemple tu joues le Maroc ou l'Espagne et t'es mené 1-2-0, est-ce que cette équipe a les ressources pour se battre, pour donner un coup de fouet et aller chercher avec les triples mentales une rencontre dans laquelle t'étais mal embarqué? Pour l'instant j'en ai pas la certitude. Voilà, j'ai évoqué toutes les petites incertitudes que j'avais autour de l'équipe de France. Évidemment que pour le match de samedi, je suis plutôt confiant. Cette rencontre contre le Paraguay, on devrait normalement s'en sortir. En face de nous, on aura le droit à un bloc très bas, une équipe très compacte, très défensive. Mais pour le moment, les Français nous ont prouvé, que ce soit dans la phase de poule ou contre la Suède, qu'elle savait faire sauter ses verrous et que c'était des configurations dans lesquelles elle était très à l'aise. Donc normalement, ça devrait passer assez tranquillement. La suite, comme on l'a dit, ça devrait être contre le Maroc ou peut-être le Canada et ensuite on verra, ce sera peut-être l'Espagne, le Portugal, etc. Dans tous les cas, même si j'ai donné pas mal de bémols, que j'ai parlé de mes doutes dans cette vidéo, je suis quand même ultra confiant sur les chances de la France que d'aller au bout évidemment. Surtout quand tu regardes le panorama mondial, quand tu vois des Anglais qui sont sur le papier favoris mais galèrent contre le Congo, tu vois des équipes comme le Brésil, comme la Belgique ou même le Portugal qui sont pas vraiment convaincants. Je pense que la France est sur le papier pour moi le grand favori. Voilà, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses toi en commentaire. Merci d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, n'oublie pas de liker et de t'abonner avant de partir, c'était Capia, gros bisous.